Il est 12h13. Imaginez le système informatique d'un immense hôpital paralysé. Imaginez des employés de cet hôpital qui sont obligés de remplir à la main tous les papiers administratifs, des patients qui sont obligés de remplir à la main tous les papiers administratifs. Vous imaginez la désorganisation, et je ne parle même pas des comptes rendus d'examen, etc., etc. Cyberattaque il y a 15 jours à peu près, un peu plus de 15 jours, contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Cyberattaque, des experts du GIGN ont été prévenus, ils ont pris l'affaire en main. Ils sont parvenus, Félix Mathieu, à faire baisser la rançon. Oui, les hackers auraient abaissé la somme réclamée de 10 à 1 million de dollars. D'après le Parisien aujourd'hui en France, les négociateurs du GIGN auraient pris contact avec eux par mail. Pour cela, ils utilisent une messagerie cryptée sécurisée, mais les enquêteurs traquent la moindre erreur des pirates informatiques qui permettrait de les localiser. Le logiciel utilisé appartiendrait à un collectif de hackers russophones, des malfaiteurs qui pourraient donc bien sévir depuis les pays de l'Est, même si ça reste, attention, à confirmer. D'un côté, les pirates informatiques préciseraient ne pas vouloir descendre sous cette somme d'1 million de dollars, et de l'autre, le centre hospitalier assurait la semaine dernière encore n'avoir aucune intention de payer quoi que ce soit. Rançon, donc. Le centre hospitalier rançonné. Mehdi Zegouf, bonjour. Bonjour, Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil de surveillance du centre hospitalier sud-francilien. D'abord, avant de vous poser la question essentielle, est-ce que vous avez payé ? Je voudrais vous demander, et je voudrais que vous nous rappeliez quelle est l'importance de ce centre hospitalier. Oui, effectivement. Alors, c'est le plus grand hôpital d'Île-de-France hors AP-HP, donc hors Paris, puisqu'il compte 1000 lits. Donc voilà, c'est un centre hospitalier qui répond à des besoins de santé de plus de 700 000 habitants, à cheval entre l'Essonne et la Seine-et-Marne, qui rayonne sur tout le sud francilien. Donc c'est un des plus gros hôpitaux, si ce n'est de France, d'Île-de-France. 1000 lits, combien de salariés ? 3700. 3700 salariés. Est-ce que vous avez payé cette rançon ? Alors Jean-Jacques Bourdin, ce n'est pas dans mon pouvoir. Vous savez que l'hôpital, pour le coup, fonctionne pas comme à l'américaine. On est sous tutelle d'autorité, l'Agence régionale de santé, le ministère de la Santé. Ce n'est un secret pour personne. L'hôpital a des finances contraintes, nous allons dire. Donc il ne m'appartient pas, en tout cas en termes de pouvoir décisionnaire, de prendre la décision de payer ou pas une rançon. Et ce n'est pour le coup pas entre les mains de l'hôpital, puisque le parquet de Paris a été saisi. Et a saisi la section cybercriminalité de la gendarmerie nationale, accompagnée par le GIGN, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont en charge de l'enquête et donc du coup des échanges avec nos hackers qui nous mettent bien en difficulté depuis 15 jours. Donc tout ça est entre les mains des enquêteurs. Je n'ai pas tous les éléments en ma possession, mais ce n'est pas en mon pouvoir de prendre la décision. En tout cas. Oui, mais vous avez des réponses tout de même, Mehdi Zegouf. Et la première, c'est est-ce que vous êtes toujours gêné, plus que gêné, dans le travail numérique informatique de l'hôpital? Malheureusement, oui. Nous ne sommes pas le premier hôpital à être touché, puisque ça fait 2 ans que ces attaques se multiplient en France. Ces hackers avaient pris l'habitude, depuis maintenant 4-5 ans, d'attaquer des hôpitaux américains, des cliniques privées américaines. Oui. Donc ça fait 2 ans qu'ils attaquent. Qui ont payé d'ailleurs des rançons. Voilà, mais ce n'est pas le même système, vous le savez bien, de financement et d'autorité. Donc nous, oui, ça fait 15 jours qu'on est impacté par cette attaque massive. Tout notre réseau est hors service, au prix d'une organisation en interne avec quand même une forme de solidarité exemplaire de l'ensemble des agents, et puis d'un mode dégradé, retour au stylo, retour au graveur CD, retour aux clés 5G, retour au tableur Excel, retour aux clés USB, pour pouvoir faire circuler le mieux possible l'information, mais on ne s'imagine pas de l'extérieur le nombre de logiciels dont on a besoin pour faire tourner un hôpital de 3700 agents et de 1000 lits. C'est absolument phénoménal. Donc quand tout s'arrête, on n'y est pas forcément préparé et on est obligé de revenir à un fonctionnement comme il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc tout prend beaucoup plus de temps et nous sommes encore aujourd'hui très impactés, bien sûr, parce que ça va prendre plusieurs semaines pour établir l'ensemble des services. Voilà, ça va prendre plusieurs semaines. Alors, encore une fois, ce n'est pas vous qui décidez. Je ne sais pas si une rançon sera payée ou pas, mais dans tous les cas, 15 jours après, un peu plus de 15 jours. C'est bien ça, Mehdi Zegouf. Oui, c'était il y a 15 jours. Un peu plus il y a 15 jours après, vous êtes toujours gêné dans le fonctionnement. Toujours. Parce que des hackers venus d'ailleurs ont décidé de pirater votre système informatique.
Voilà, absolument. Écoutez, moi, je ne peux que déplorer cette attaque. Vous savez que l'hôpital ne va pas bien. C'est déjà difficile de faire fonctionner un hôpital, notamment en juillet et en août, et notamment aux urgences, puisque les personnels ont aussi besoin de se reposer après 2 ans et demi de Covid. Donc, il nous est tombé de ça en plus. Voilà, tout le monde aurait pu perdre son sang-froid, mais je veux vraiment saluer la solidarité des 3700 agents de l'hôpital qui, malgré les difficultés, font face encore une fois, et sont solidaires de leurs petits Bien camarades. sûr. On a mis en place une cellule de crise qui se réunit 3 fois par semaine pour se coordonner et faire en sorte que personne ne reste dans son coin et qu'on avance vraiment ensemble. Mais nous sommes toujours fortement impactés. L'enjeu aujourd'hui, c'est de rétablir les services informatiques petit à petit. Donc, avec l'appui de 2 entreprises privées spécialisées en cybersécurité, nous rebâtissons notre architecture informatique. Nous créons ce que l'on appelle une bulle sécurisée dans laquelle nous sommes assurés qu'il n'y a plus du tout de failles à l'intérieur et dans laquelle nous allons repositionner petit à petit, ça va prendre des semaines, l'ensemble des outils informatiques. Mais ces hackers ont accès à quoi aujourd'hui? Alors, ils ont bloqué l'ensemble du système. C'est-à-dire que quand on ouvre un ordinateur, aujourd'hui, l'ordinateur est bloqué. Oui. Nous sommes en train de nous assurer, avec les experts informatiques, du périmètre général de l'attaque, c'est-à-dire en termes de sécurité de nos données, etc. A priori, des premiers éléments que nous avons, nos données sont quand même largement sauvegardées, ce qui fait qu'elles ne sont pas perdues. Mais avant de pouvoir restaurer le système et de pouvoir restaurer les données, eh bien, il faut s'assurer que l'ensemble du système est totalement sécurisé. Donc Bien ça sûr. va prendre du temps parce qu'il faut le faire petit à petit, application par application, ordinateur par ordinateur. Et c'est comme ça, une fois qu'on est sûr que l'architecture est entièrement sécurisée, qu'on peut relancer l'ensemble des applications métiers. Et donc ça va prendre encore une fois plusieurs semaines. Merci Mehdi Zegouf. Avec nous Baptiste Robert, qui est chercheur en cybersécurité et hacker français. Bonjour Baptiste Robert. Bonjour. Ces hackers, alors les gendarmes du GIGN travaillent évidemment, se succèdent devant les ordinateurs pour essayer de percer le mystère de ces hackers qui seraient russophones, c'est bien cela, Baptiste Robert? Alors, c'est les hackers de ce type-là travaillent en ce qu'on appelle des gangs de ransomware. Donc, c'est des gens qui travaillent en groupe et il y a quelques gangs qui sont connus. Et celui-ci est identifié. On sait, c'est un gang de ransomware très connu qui vient des pays de l'Est. A priori, l'attribution reste très très compliquée dans ces cas-là. C'est-à-dire être certain que ce soit telle personne, savoir qui est qui, ça reste très très compliqué. Il faut des preuves. Aujourd'hui, on sait que la plupart de ces gangs de ransomware sont effectivement dans ces pays de l'Est, ce qui est très très large. Mais aujourd'hui, savoir qui est exactement derrière, c'est compliqué. Alors, si j'ai bien compris, le GIGN, les spécialistes du GIGN ont engagé un dialogue avec eux. Hein, il y a ce qu'on appelle une cellule de négociation. C'est cela, Baptiste Robert. Alors, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, comme ça a été redit précédemment, oui. les attaques de type CryptoLocker sont quelque chose de très, très courant depuis ces dernières années. Il y a eu des hôpitaux, il y a eu des mairies, il y a eu des collectivités territoriales qui se sont fait attaquer. Et effectivement, il y a même aujourd'hui des assurances cyber qui existent pour se prémunir de ce type d'attaque-là. Oui. Et dans ce cadre-là, il y a des négociateurs que de la même façon que quand il y a une prise d'otage, les biais de négociation sont un petit peu les mêmes. On essaie d'obtenir une négociation, un compromis avec la personne qui nous retient en otage, parce que là, l'hôpital est un peu retenu en otage puisqu'ils ne peuvent plus travailler et tous les autres sont chiffrés. Donc c'est être capable de discuter, faire baisser la rançon et revenir à la raison. Mais la seule solution, c'est discuter, faire baisser la rançon? Non. Alors non, et comme ça a été très bien dit précédemment, le conseil des autorités est ferme, c'est de ne pas payer. La consigne officielle, il est de ne pas payer. Il y a un travail énorme de fond, et ça a été redit très très bien, qui va prendre des semaines, voire des mois, pour s'en relever, de refondre de l'architecture, remettre les services en route, s'assurer que les sauvegardes existent, que les sauvegardes sont saines, de restaurer tous les ordinateurs un par un, et ça c'est très très long. Payer la rançon n'est pas non plus synonyme de remise en service, parce que ça reste des criminels, et donc vous allez leur donner de l'argent sans savoir si potentiellement ils vont vous donner les clés de déchiffrement. Évidemment. C'est pas évident. Baptiste Robert, prenons Marc, qui est l'un de nos auditeurs, qui est à Congénie dans le Gard. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes médecin, hein, Marc. Oui. À propos, alors Baptiste Robert est un spécialiste de la question en cybersécurité. Il va pouvoir répondre à la question. Quelle est la question que vous posez, le constat que vous faites, Marc?
Alors moi personnellement, d'abord je vous remercie de m'avoir appelé et de me laisser parler. Effectivement, moi je ne vais pas me mettre sur le même topo que mon prédécesseur, car il a dit tout ce qu'il avait à dire. Mais maintenant, moi je vais parler en tant que médecin. Vous savez, avant d'être médecin, j'étais ingénieur informaticien et je travaillais pour Marcel Dassault d'ailleurs. Oui. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, on laissait rien sur les bureaux de peur que même les gens qui font le ménage viennent nous voler des informations. Les informations qui sont données, vous avez posé la question à monsieur Mehdi, je crois, Zegouf, le président du conseil de surveillance du centre. Mais de notre côté, je trouve que les réponses ne sont pas données. Il y a deux types d'informations qui sont les données d'information de l'hôpital en lui-même, mais il y a également les informations qui concernent le patient. Les patients, oui. Et c'est surtout ça, sur lequel je vais plutôt me concentrer, parce que les données de l'hôpital, eh bien, écoutez, c'est pas... Bon, vous posez la question. Si j'ai bien compris, Marc, je vous coupe parce que je suis toujours pressé par le temps, évidemment. Vous posez la question et Baptiste Robert va vous répondre et va nous répondre. Vous dites, attention, les informations personnelles des patients ne sont pas suffisamment protégées. Donc les pirates pourraient avoir accès à ces données. Baptiste Robert. Alors, c'est effectivement une question vitale, primordiale. Il faut, et c'est régi par la loi, il y a aujourd'hui le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données, qui est un règlement européen où chaque établissement se doit de traiter d'une manière particulière les données personnelles. Ces données personnelles-là, elles doivent être protégées, il y a tout un tas d'obligations. Le problème de ces attaques-là, c'est qu'un hôpital, et c'est pas un monsieur que je vais l'apprendre, un hôpital c'est une ville dans une ville, avec beaucoup de professions différentes, avec beaucoup de niveaux d'appétence à l'informatique différentes. Tout le monde n'a pas la même relation avec l'informatique. Et donc, de fait, c'est très très compliqué de faire respecter la sécurité de bout en bout. Il y a beaucoup de logiciels avec des niveaux de sécurité différents. Et donc, c'est pour ça que l'architecture est que les informations personnelles des patients sont en danger ? Alors, dans un sens, oui, mais il y a des professionnels de qualité qui travaillent tous les jours à essayer de protéger toujours mieux. Alors, alors Baptiste Robert, attendez, Marc, c'est l'inquiétude que vous avez, si j'ai bien compris. C'est l'inquiétude que j'ai. Donc, mon inquiétude est très grande. Pour la bonne raison, c'est qui a les moyens de payer ces informations? Qui c'est qui en a besoin de ces informations à part vous? Eh bien, ce sont les assurances. Et les assurances vont même vous demander parfois une analyse d'urine, une analyse de sang. Mais si les assurances ont les moyens de payer les hackers, bien sûr qu'ils vont payer. Et donc, un assureur, lui, il aime bien vous assurer quand vous n'avez rien. Mais dès le moment où vous devez... Alors, l'assurance ne va pas avoir besoin de payer. C'est-à-dire que ça fonctionne. Il faut comprendre comment tout cela fonctionne. En règle générale, quand un gang de ransomware va hacker une victime, il va lui donner un ultimatum. Il va lui dire « paye la rançon, sinon je publie les données ». C'est-à-dire qu'avant de tout bloquer le système, ils exfiltrent les données. Et c'est ça qui est extrêmement important de déterminer, c'est dans quelle mesure les données ont été exfiltrées de l'infrastructure de l'hôpital. Si c'est le cas, les hackers vont se faire un malin plaisir de les publier s'ils n'ont pas satisfaction. Bien sûr. Bien, merci Baptiste Robert. Oui, Marc. Les données sont en libre accès après. Mais c'est depuis 40 ans qu'on en parle. Non, je veux finir quand même un peu. Allez-y. Parce que ça fait 40 ans qu'on en parle de ces données. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'on a fait qui dépasse l'hôpital, ce qu'on appelle le DMP. C'est que vos informations, vous les récupérez et puis vous faites confiance. Le problème, c'est que cette confiance, à l'heure actuelle, eh bien, elle n'est pas à donner. Pour la bonne raison, c'est que tout le monde viendra chercher vos informations. Et là, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas faire le DMP, c'est de garder les informations sur des papiers, de les donner et de faire confiance aux médecins qui les gardent aussi. Parce que sinon, elles seront utilisées contre vous. Et ça fait 40 ans que je vous dis. Quand j'étais informaticien, on avait un ordinateur. Le plaisir, c'était d'aller voir ce qu'il y avait dessus. Et ça, c'est automatique. C'est vraiment la fonction d'informaticien qui fait que ça vous amène à faire ça. Moi, je conseille aux gens de ne pas donner des informations. Merci, Marc. Et de ne pas faire confiance à n'importe qui. Merci, Marc, qui appelle de Congénie. Merci.